On me demande souvent, c'est quoi tes hypothèses? Et à cette question, j'ai envie de répondre, j'en ai pas. Non pas que je m'en fiche de comprendre les choses, au contraire, mais parce que j'ai pas envie de faire une recherche qui vise à prouver quelque chose. Aussi parce que j'aimerais bien réduire un peu le biais de confirmation qu'impliquent les hypothèses et qui nous pousse à vouloir absolument prouver que notre hypothèse initiale, elle est juste. Ce biais, c'est le biais de confirmation. Allez, faisons une petite digression. Du coup, c'est quoi le biais de confirmation? C'est un biais cognitif qui désigne notre tendance naturelle à chercher, interpréter, favoriser et mémoriser les informations qui confirment nos croyances ou hypothèses préexistantes, tout en ignorant ou minimisant celles qui les contredisent. Vous pouvez répéter? En gros, si je pense qu'on apprend mieux en pratiquant, spontanément, je serai plus attentive aux études, aux témoignages, aux expériences qui vont dans ce sens. Et inversement, j'aurais tendance à négliger, voire à discréditer tous les arguments qui montrent que dans certains cas, un bon cours magistral, ça peut faire du sens, voire même que c'est plus pertinent. En gros, chaque fois que je dirais un truc qui va dans mon sens, j'aurais tendance à me dire, voilà, je savais bien que j'avais raison. T'es trop forte, mode. Et quand ça ira pas dans mon sens, je me dirais, moi, pas vraiment fiable ça. C'est une recherche trop de niche, on peut pas vraiment généraliser, etc., etc. Et dans la recherche, ce biais, il pose un vrai problème de rigueur. Lorsqu'un chercheur ou une chercheuse formule une hypothèse de départ qui est très forte, il ou elle peut, quelquefois, ne généralisons pas, de façon inconsciente, poser de mauvaises questions en les orientant pour valider nos hypothèses, choisir et interpréter les données de façon biaisée, accorder le plus de valeur aux résultats qui confirment mes hypothèses et éviter les contre-exemples. En sciences sociales, le biais de confirmation, il est particulièrement problématique dans les recherches qualitatives, comme c'est mon cas. Surtout si le chercheur ou la chercheuse, il ou elle n'adopte pas une posture réflexive. Ce qui, évidemment, est souvent le cas, parce que les chercheurs et les chercheuses, ils se forment à avoir cette posture réflexive et à minimiser au maximum ce genre de biais pour viser une sorte d'objectivité. Mais c'est pas toujours évident. C'est pourquoi il y a de nombreuses approches, un peu comme les approches interprétativistes, qui recommandent de laisser émerger les catégories à partir des données, plutôt que d'imposer un cadre a priori. Et c'est le choix que je fais aujourd'hui, du moins. En gros, j'ai envie de me laisser un peu d'air, de distance. Alors oui, j'ai des hypothèses, évidemment, on en a tous, déjà parce que je viens de la pratique. Alors du coup, il y a des hypothèses qui émergent depuis ma pratique, mais aussi parce que je suis un individu et qu'on est fait comme ça. On a des hypothèses. Mais justement, j'essaye de m'en distancer un maximum, en tout cas, à ce moment de ma recherche, en essayant d'avoir une approche qui est un peu plus, je ne sais pas trop comment dire, ethnographique ou anthropologique. En gros, observer ce qui émerge, ce qui est existant, là, tout de suite. Et du coup, je m'inspire vraiment d'une approche interprétativiste. Alors, c'est quoi cette approche? Ça veut tout simplement dire que je m'intéresse à la manière dont les gens donnent du sens à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font, à comment ils apprennent, à comment ils font les choses et à leur représentation de ces phénomènes. Je ne cherche pas à isoler spécifiquement des causes, même si l'objectif de ma recherche, c'est quand même d'avoir des données qui puissent être actionnables et utilisables sur le terrain, mais plutôt à chercher à comprendre des expériences vécues par des humains. Puis voir ensuite comment on peut construire du sens à partir de ces expériences, de ces constructions et de ces représentations pour construire des actions qui seront plus proches des besoins réels des gens, tout simplement. Du coup, plutôt que de se poser la question « est-ce que les IA rendent les gens moins compétents ?» ce qui pose déjà une direction et un jugement, une approche interprétativiste se posera plutôt la question de comment les gens perçoivent-ils l'impact de l'IA sur le développement de leurs compétences, par exemple. Ou encore, comment les usages des IA transforment la façon dont les gens se sentent compétents ou compétentes. En gros, l'idée, c'est d'explorer des expériences vécues, les tensions ressenties, les récits construits, sans partir du principe que l'effet est forcément positif ou négatif. On observe ce que ça fait aux gens, plutôt que d'essayer de comprendre ce que ça fait en soi. Et là, ensuite, peut-être que j'émettrai des hypothèses, mais des hypothèses qui émergeront du terrain de la recherche et pas qui s'imposeront à lui. Bon, évidemment que je ne suis pas en train de dire que les recherches qui n'adoptent pas une approche interprétativiste, elles sont pas fiables. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Chaque posture a sa valeur, ses questions et ses outils. Et la mienne n'en fait pas exception. Comme toutes les autres, elle a aussi des biais et des limites. Comme par exemple le risque de surinterpréter ou de lire du sens là où il n'y en a peut-être pas. Il y a aussi le manque de généralisation qui serait un vrai problème dans ma recherche. Surtout si je veux la rendre actionnable. Oui, parce que ce que je vais observer, ce sera situé, contextuel. Et donc pas forcément transférable à divers terrains. Et peut-être que du coup, j'adapterai un peu mon approche après coup, un peu plus tard dans ma recherche. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et puis enfin, un des biais aussi et une des limites, c'est que je suis moi-même un outil de la recherche, avec mes idées, mes filtres, mes expériences, mes représentations, mes propres récits. Et tout ça, ça biaise toujours une recherche. Bref, en gros, il n'y a pas d'approche
parfaite ou inutile. Au final, l'important, c'est de le savoir pour pouvoir l'interroger, le documenter et le mettre en discussion. Donc voilà, ça c'est mon approche épistémologique. En gros, voir ce qu'il y a dans la boîte sans lire ce qu'il y a décrit sur l'étiquette. Observer, écouter, faire émerger des tensions, des contradictions, des bricolages, mais aussi des surprises. Parce que c'est aussi pour ça que je fais une recherche. Le fun de la recherche, c'est aussi de se laisser surprendre par des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas anticipées, qu'on n'avait pas prévues, qui viennent peut-être nous questionner, nous faire bouger, là où on pensait avoir des certitudes. Parce que oui, soyons honnêtes, les réponses toutes faites, les certitudes, on en a tous et toutes. Et du coup, l'idée ici, c'est peut-être de prendre le temps de s'interroger vraiment sur c'est quoi les expériences des gens, comment ils incarnent ces choses, comment ils les vivent, comment ils se les représentent et comment ils se positionnent par rapport à tout ça. En gros, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour eux et elles, et jusqu'où ils ont envie d'aller ou pas.